Pourquoi une capitale construite pour plaire est-elle devenue presque invivable? Cette ville ne ressemble à aucune autre capitale du continent. Rien ne semble la rapprocher de celles d'Abidjan, d'Accra ou de Cotonou, toutes dotées d'une façade sur l'océan Atlantique. Yaoundé est enclavée, isolée, perchée entre les collines, loin de tout. Et ce n'est pas qu'un détail géographique. Yaoundé, c'est la deuxième plus grande ville du Cameroun, et pourtant, elle est devenue presque invivable. Oui, on peut la comparer aujourd'hui à Tripoli, une ville en guerre, un constat qui dérange, mais son histoire, son emplacement, sa croissance, tout cela explique ce décalage. Vous voyez la manière spectaculaire dont Yaoundé est construite, entremêlée entre des collines, à la limite de la forêt et de la savane, est un élément fondamental. Yaoundé est une anomalie coloniale. Elle n'a pas été bâtie pour commercer, mais pour plaire. Les premiers explorateurs occidentaux la considéraient soit plus comme une ville refuge. Et pourtant, Yaoundé ne se porte pas aussi bien qu'elle le devrait. Forte de 2,44 millions d'habitants, elle peine à offrir un cadre de vie digne de son statut de capitale. Alors, comment en est-on arrivé là? Ce que vous allez entendre est à la fois historique, économique et profondément politique. Restez avec nous pour découvrir les tenants et les aboutissants de cette question cruciale. Bienvenue sur WeEmerge, le meilleur endroit pour s'inspirer et faire la différence. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. C'est parti! À l'origine, Yaoundé portait le nom d'Ewondo, du nom de son peuple autochtone, les Ewondo. Quand les Allemands arrivent, ils déforment ce nom en Yaoundé, puis les Français imposent Yaoundé. Fondé en 1887 par le lieutenant allemand Kund Tappenbeck, ce n'est alors qu'un petit village équatorial de 300 habitants. 2 ans plus tard, en 1889, elle devint une station militaire utilisée pour lutter contre la traite des esclaves. En 1894, le major Hans Dominique en fait une forteresse. La ville est minuscule de 50 km² avec des habitats rudimentaires, mais elle devient vite un centre stratégique. En 1909, Yaoundé est choisie comme capitale du Cameroun, supplantant Douala et Buea, qui avaient tour à tour assuré cette fonction sous le régime allemand. Et pourquoi donc? À cause de l'activité volcanique du mont Cameroun et le tremblement de terre de 1909 à Buea, aussi de l'humidité, des moustiques et de la chaleur de Douala. Yaoundé était un compromis. Et le 23 mars 1921, elle devient officiellement la capitale sous administration française à l'issue de la Première Guerre mondiale. Progressivement, Yaoundé prend de l'importance. Elle est centrale, située à 200 km de la côte, entourée de collines et bénéficiant d'un climat plus doux. Mais tout repose sur l'administration, pas sur le développement. L'époque coloniale installe des routes, construit quelques infrastructures, mais tout reste limité à l'utile pour le pouvoir. Puis vient l'indépendance. Nous sommes en 1960. La ville compte 55 000 habitants et là, c'est l'explosion. Yaoundé connaît un essor démographique fulgurant. Sa population, estimée à 55 000 habitants en 1960, est passée de 1 500 000 en 2002 à près de 4,85 millions en 2025. Le territoire passe de 50 à plus de 300 km². Mais la croissance est hors de contrôle et surtout, elle n'est pas planifiée. L'État prend conscience de l'urgence d'une planification urbaine moderne. Le pays passe d'un système centralisé à une planification plus décentralisée. Au début des années 1980, le Cameroun est alors l'un des pays les plus prospères d'Afrique.
Entre 1975 et 1985, Yaoundé connaît son apogée économique et bénéficie de la conjoncture internationale favorable, notamment la hausse des prix du pétrole et l'essor des matières premières. Sous la présidence d'Amadou Ahidjo 1960-1982, elle se dote d'infrastructures modernes, d'importants chantiers d'aménagement urbain, construisant des ministères, hôpitaux, universités, routes, quartiers résidentiels et équipements collectifs. C'est le rêve urbain africain. Le Cameroun est alors présenté comme un modèle de développement stable en Afrique francophone, avec une monnaie forte, le franc CFA, une balance commerciale positive et un État encore centralisé mais relativement fonctionnel. Mais cette illusion ne durera pas et là, tout bascule. Le Cameroun fut frappé de plein fouet dans les années 1980 par une crise économique due à l'effondrement des prix du cacao, du café et du pétrole. Dépendant fortement de ses ressources, l'État entre dans une période d'austérité imposée par les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Résultat, des coupes budgétaires. L'État gèle tous les projets, l'urbanisation devient sauvage. Les gens construisent partout. Pentes instables, fonds de vallées, au bord des rivières, sans autorisation, sans encadrement. C'est le début du chaos urbain. Des quartiers comme Mokolo, Mélène, Essos ou Nkolbisson ont vu apparaître des poches d'habitat précaires et densifiés. 60% des habitants vivent aujourd'hui dans des quartiers informels. Beaucoup sont bâtis dans des zones dangereuses, instables, boueuses. Certains agents de l'État vendent même des titres fonciers illégaux dans des zones interdites. Le résultat, une ville à deux visages. D'un côté, des quartiers bien lotis, sécurisés, habités par les élites. Le quartier de Bastos en est un exemple emblématique. Il accueille l'élite, les diplomates, les ambassades, un petit monde à part. Luxe, sécurité, verdure et tout autour, c'est une autre planète, une multitude de quartiers populaires, densément peuplés, souvent insalubres, mal équipés en infrastructures de base. Des zones où l'on vit au jour le jour, dans un bruit permanent entre la poussière, la pollution et la promiscuité. L'espace public y est saturé, la circulation impossible, l'encombrement permanent. Des axes comme Hawaï 5 ou Ekounou 1 sont devenus des labyrinthes urbains. Deux Yaoundé, deux réalités. Une cartographie datant des années 1990 montre déjà une ville divisée. La ville se structurait déjà autour de quartiers de haut et moyen standing, entourés d'une couronne périphérique de quartiers spontanés. Et ce chaos n'est pas accidentel, il est économique. Plus un terrain est risqué, moins il est cher. Résultat, les familles pauvres n'ont pas d'autre choix. Elles s'installent là où personne ne veut vivre. Ce n'est pas un choix, c'est une contrainte, une stratégie de survie. Le PIB par habitant, bien qu'en progression, passé de 119,1 $ en 1960 à 1736,9 $ en 2023, demeure insuffisant pour garantir à la majorité des citadins un logement digne et sécurisé. Les quartiers comme Briqueterie, Messa, Madagascar, Elig Efa, Djungolo, Mvogada, Essos, Ekounou ou Mélène en sont les témoins. On y trouve des pentes à plus de 30%, des talus creusés à la main, des fondations bricolées, des maisons suspendues dans le vide, et souvent sans dispositif de stabilisation des sols tels que des étraves. Résultat, des éboulements tragiques. C'est exactement ce qui s'est produit à Mbankolo en octobre 2023. Un éboulement a emporté 27 vies en une nuit. Et ce ne sera pas le dernier. Ces morts ne sont pas des accidents, ce sont des conséquences. À Yaoundé, même la terre peut vous tuer. L'encombrement ne s'arrête pas au bâti. Les marchés débordent sur les routes, les commerces empiètent sur les trottoirs, les piétons marchent au milieu de la circulation et les voitures klaxonnent dans le vide.
La ville est devenue une jungle urbaine où chacun essaie juste de s'en sortir. Et pourtant, ce n'est pas l'espace qui manque, mais il est utilisé n'importe comment. Résultat, la ville étouffe littéralement. Des axes comme celui d'Hawaï 5 ou d'Ekunu en illustrent parfaitement ce phénomène. Les habitations débordent sur les servitudes publiques et cohabitent dangereusement avec les poteaux électriques ou les infrastructures d'assainissement. À cela s'ajoutent les pénuries. L'eau manque. Les besoins sont estimés à 300 000 mètres cubes par jour. La ville n'en fournit que 100 000. 2/3 de la population n'ont pas accès à l'eau potable. Seulement 29% des ménages sont raccordés. La majorité des habitants se débrouillent. Forages, puits, rivières, bidons, pluie, mais la qualité de l'eau est douteuse. Et les maladies circulent. L'inégalité hydraulique est flagrante. Les quartiers chics sont bien desservis. Les autres, oubliés. À 500 km de là, à Libreville ou à Malabo, les quartiers centraux sont viabilisés. À Yaoundé, même l'eau n'arrive pas. Et si vous croyez que l'électricité sauve les meubles, détrompez-vous. Les coupures sont fréquentes, quotidiennes. Parfois plusieurs fois par jour, les appareils grillent. Les commerces ferment, les élèves étudient à la bougie. Bienvenue dans un pays au potentiel hydroélectrique immense, mais incapable de tenir une ampoule allumée. Et pendant ce temps, Niamey, Ouagadougou, villes enclavées sans le même potentiel, s'en sortent mieux. Cherchez l'erreur. Certains parlent même de sabotage. Une incompétence volontaire pour justifier des projets opaques, une crise artificielle pour maintenir une économie de la pénurie. Une lueur d'espoir existe. La centrale de Nartigal, prévue pour 2025, arrive, la plus puissante du pays, devrait permettre d'augmenter de 30% la capacité de production nationale. Mais après combien de délestage? Et pour servir qui au final? Le doute plane. Le Cameroun exporte de l'électricité, mais n'en a pas assez pour sa capitale. Autre fléau, les ordures. La ville produit environ 2600 tonnes de déchets par jour, l'équivalent de plus de 400 camions bennes de 6 tonnes. Et tous ne sont pas ramassés. Les trottoirs et les places publiques deviennent des décharges à ciel ouvert à tel point que Yaoundé a valu le surnom de ville poubelle. Oui, ville poubelle. Triste réalité pour une capitale. Des images montrent des habitants déversant leurs déchets au milieu des rues, faute de mieux. À Kigali, les rues sont propres au point d'y marcher pieds nus. À Yaoundé, on évite de poser le pied hors du taxi. La mobilité n'est pas en reste. Comme dans de nombreuses villes d'Afrique subsaharienne, les déplacements à Yaoundé sont devenus un véritable défi. Les transports publics ont disparu. Les mototaxis ont pris le relais. Les fameux Benskin au Cameroun, Zemidjan au Bénin ou encore Kabu-Kabu au Niger sont omniprésents. C'est rapide, pas cher, mais dangereux et chaotique. Ces engins à 2 roues ont envahi l'espace urbain, devenant le moyen de transport privilégié dans les quartiers mal desservis. Pourquoi cette invasion? Parce que les sociétés publiques de transport ont été supprimées dans les années 1990 pendant les crises politiques. Les villes mortes, la fermeture de la Société des transports urbains du Cameroun, SOTUS, la faillite des régies publiques. Résultat, une ville livrée à elle-même. À Dakar, un BRT flambant neuf transporte déjà des milliers de passagers. À Yaoundé, les gens grimpent sur une moto à 3 entre 2 camions sans casque. Se déplacer à Yaoundé aujourd'hui, c'est slalomer entre les nids de poules, les bouchons, les motos, les piétons, les flaques d'eau et les poubelles. C'est risquer sa santé, son emploi, sa vie. Et la ville ne cesse de grandir, mais sans s'organiser. Cette explosion urbaine non maîtrisée pèse lourdement sur les infrastructures existantes, d'autant plus que Yaoundé est aussi un nœud de circulation régionale traversé par plusieurs corridors régionaux stratégiques, Douala,
Kribi, Bangui, N'Djamena, Yoko, Djoum, Brazzaville ou encore Ambam, Libreville, des centaines de poids lourds traversent la ville chaque jour. Pour y remédier, un projet de rocade de 90 km et 45 mètres de large a été lancé. Objectif : désengorger la ville, faciliter le transit régional entre Douala et les pays voisins comme le Tchad, la Centrafrique ou le Gabon. Mais une question persiste. À quoi sert une rocade flambant neuve si les routes qui y mènent sont en ruine ? Tout se rejoint. L'absence de suivi des plans directeurs et la faiblesse persistante de la gouvernance locale traduisent un échec plus profond. Celui de l'État à concevoir une vision durable pour sa capitale. Les critiques à l'encontre du régime actuel, en place depuis plus de 42 ans, se font de plus en plus virulentes. Beaucoup pointent du doigt la corruption, les détournements de fonds publics, la surfacturation des projets et les chantiers interminables comme celui du complexe sportif d'Olambé, devenu une caricature. Des milliards engloutis, un chantier éternel. Ou encore de l'autoroute Douala-Yaoundé. Yaoundé, capitale politique, croule sous une forte insécurité. Des braquages, des vols dans les rues ou dans les taxis se multiplient. La peur de subir une agression est forte. Des actes de délinquance, parfois violents, sont régulièrement rapportés dans la ville de Yaoundé, à tel point qu'on se déplace en voiture avec les portes verrouillées et les vitres fermées, de jour comme de nuit. Le phénomène de microbes gangrène la ville malgré les efforts des forces de sécurité. Remettre Yaoundé sur pied, il faudrait des milliards, des années de travaux, un changement de mentalité et surtout une volonté politique que beaucoup disent absente. Ce qui manque à Yaoundé, c'est une vision. On pourrait construire des routes, viabiliser les quartiers, fournir de l'eau potable, électrifier les foyers et installer des systèmes de gestion des déchets, mais rien ne changera si l'on ne change pas aussi la manière dont cette ville est pensée. Car à Yaoundé, ce ne sont pas seulement les infrastructures qui sont défaillantes, ce sont aussi les systèmes humains. La corruption, l'impunité, l'absence de contrôle, la déconnexion entre les décideurs et les habitants, tout cela rend la situation presque irréversible. Et même si demain l'État lançait un grand plan de transformation urbaine, rien ne garantit que les mentalités changeraient. Les habitudes de survie, la méfiance envers les autorités, l'occupation désordonnée de l'espace, tout ça ne disparaît pas avec un budget. À Yaoundé, l'État n'a réussi ni à structurer l'espace, ni à gérer la population. Et les conséquences sont visibles à chaque carrefour, à chaque glissement de terrain, à chaque coupure de courant. Et pourtant, Yaoundé n'était pas censé devenir ça. À l'époque coloniale, on parlait d'une ville verte, calme, confortable. Aujourd'hui, elle est au bord de l'asphyxie. Au cours des dernières années, il y a bien eu quelques efforts, des plans sur papier, quelques projets de route ou de drainage, mais ces avancées restent faibles face à l'ampleur du retard. Et pendant ce temps, la population continue d'augmenter. En 2025, on approche des 5 millions d'habitants. D'ici 2050, ce chiffre pourrait doubler. Mais les infrastructures, elles, ne doublent pas. Alors la vraie question est là, Yaoundé peut-elle encore se relever ? Et si oui, à quoi ressemblera-t-elle dans 25 ans ? Une capitale futuriste, réhabilitée et inclusive, ou une métropole fracturée, incapable de respirer, personne ne peut le dire. Mais une chose est sûre, si rien ne change, Yaoundé ne s'effondrera pas comme un immeuble. Elle s'effondrera en silence, rue après rue, quartier après quartier. Et vous, vous imaginez vivre sans eau, route, électricité dans votre propre capitale ? Dites-le en commentaire.